Oui, bonjour Thomas. Enfin, Sébastien, Bonjour. pardon. Oui, bonjour Thomas. Bienvenue sur le plateau de la Web TV Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour à tous. Alors, tu es notre dernier invité qui va clore cette émission, donc tu vas avoir la lourde tâche d'être le plus intéressant. Oh, j'essaie de relever le challenge, mais je ne garantis pas. Alors, actuellement, tu sors de la préfecture. Au sens propre, effectivement, puisque au moment où vous avez appelé, ou si on se tutoie, au moment où tu as appelé, j'étais encore en réunion et là je m'éclipse discrètement, mais je suis totalement disponible pour répondre à tes questions. Oh. Alors, comment ça se passe au niveau de la Chambre des métiers et de l'artisanat dans la Nièvre? Parce que tu m'as expliqué tout à l'heure que c'était une chambre qui était très jeune et très dynamique. Alors comment ça se passe? La Chambre des métiers de l'artisanat de la Nièvre, elle est déjà à 100% en télétravail à l'heure à laquelle on se parle. Et tous les collaborateurs sont mobilisés pour répondre aux questions et pour aider les entreprises artisanales qui sont dans la difficulté. Ça, c'est Donc, la première des points. vous gérez plus de 4000 entreprises, c'est ça? Un peu plus de 4100 entreprises artisanales, effectivement, sont inscrites sur nos registres. D'accord. Dans la pratique, nous avons fait le choix, dès l'annonce du confinement, d'appeler les entreprises une à une Mhm. pour les informer, pour leur dire qu'on était à leur côté, qu'on pouvait répondre à leurs questions, et puis pour dégrossir rapidement, puisqu'on a quand même eu beaucoup d'informations, pas toujours justes d'ailleurs, qui sont sorties avant le confinement, ou au moment du démarrage du confinement, et puis encore aujourd'hui, on ne sait pas toujours bien ce qui se déroule, ce à quoi les entreprises peuvent prétendre. Donc à l'heure actuelle, on a appelé plus de 2500 entreprises, donc on a une petite moitié, enfin une grosse moitié de notre stock qui a été contactée, et elles sont pour partie inquiètes, il ne faut pas se mentir. Mhm. Voilà. Et dans les inquiétudes qu'il y a, par exemple, c'est le recouvrement des clients. Comment ça se passe? Dans les inquiétudes qu'il y a, c'est surtout c'est la notion financière, on est bien d'accord, c'est finalement comment est-ce que je vais faire pour payer mes fournisseurs, payer mes salariés, continuer à faire vivre mon entreprise. Donc on a plusieurs leviers. La première des choses, et le premier des conseils qu'on aura pu leur donner, mais c'est un conseil de bon sens, c'est effectivement de commencer par se faire payer des prestations qui ont été effectuées. Sur la relance client, elle est compliquée puisqu'on a à la fois une dissonance puisque les huissiers sont eux-mêmes en télétravail, donc il n'est pas facile d'aller chercher une créance quand on est en télétravail parce qu'effectivement tout le monde a cette nécessité de rester chez soi. Donc les relances, elles se font par téléphone, par courriel, par mail, mais elles se font laborieusement, on va dire. Ouais. Oui, et puis il n'y a pas forcément de pression possible à l'heure actuelle. En plus, au niveau des entreprises artisanales, n'oublions pas que souvent, la majeure partie de nos factures sont faites à des particuliers, qu'elles sont de faibles montants et qu'il n'est pas toujours simple de recourir à des solutions plus professionnelles telles que la facturage, ce genre de choses, qui ne sont pas forcément adaptées sur des entreprises de petite taille. D'accord. Et sinon, au niveau de l'organisation, cette organisation de crise, est-ce qu'il y a des choses en particulier que vous avez mis ou des initiatives qui sont originales à votre département? Je pense que c'est original pour une chambre de métier que d'appeler ses adhérents. Je le dis avec un grand sourire, un très grand clin d'œil. Mais dans cette institution qui parfois a du mal à se mettre à disposition de son client, alors il faut que je le précise, ça parce que ça pourrait être mal compris, mais de temps à autre, la consulaire a cette fâcheuse habitude d'être auto-centrée sur elle-même et finalement d'oublier que si elle vit, c'est parce qu'elle doit rendre un service et que ce service, c'est d'accompagner l'entreprise et pas seulement l'entreprise qui franchit sa porte, c'est aussi l'entreprise qui est inscrite sur son registre. J'ai un exemple tout simple. Une entreprise de maçonnerie dans le Morvan qui a besoin d'un extrait registre des métiers pour joindre à son attestation de déplacement professionnel et qui nous appelle en disant mais voilà, moi j'ai besoin de ça, par contre
je n'ai pas d'internet, je n'ai pas d'adresse mail. Comment vous pouvez faire pour m'envoyer cette attestation? Bon, alors on a trouvé des leviers avec les mairies. Alors là, pour le coup, ça a été la mairie de la commune qui lui a imprimé ce fameux extrait de registre. Mais effectivement, notre chambre dans la Nièvre, qui fonctionne bien en mode projet habituellement, là, on en fait presque une start-up avec une innovation tous les jours, d'imaginer comment est-ce qu'on va pouvoir expliquer à l'entreprise de la meilleure manière comment elle va réussir à percevoir ces 1500 euros du fonds de solidarité, ou comment est-ce qu'elle va réussir à avoir de manière très performante une solution bancaire, alors que ce soit un PGE, prêt garanti par l'État, ou que ce soit une autorisation de découvert un peu poussée, ou ce genre de choses, quoi. Et bah justement, donc c'était l'objet de la conférence de presse de ce matin auquel on a assisté. Il y a le troisième volet qui correspond à des fonds donc FST, donc des fonds de solidarité territoriaux, qui sont là pour aider les personnes qui ne rentrent pas dans le cadre de ces fameux 1500 euros. Et est-ce qu'il y a une contribution des EPCI? Comment ça se passe? Je n'ai pas encore l'information pleine et entière. En revanche, je crois savoir que les EPCI vont abonder à hauteur juste un d'un petit euro. truc. C'est quoi une EPCI déjà? C'est une collectivité territoriale. On va lui donner comme champ géographique la communauté de communes, le pays ou les PETR, pôles d'excellence territoriale et rurale. D'accord, ok, donc c'est le milieu des élus. Voilà, c'est ça, c'est la partie, la collectivité territoriale au sens propre. Donc, je crois savoir qu'il y a une dotation qui va s'opérer de 1 euro par habitant, qui va venir abonder un fonds, et la région doit le surabonder de 3 euros. Par habitant. C'est ça, ce qui donnerait finalement... Parce que 3 euros tout court. Oui, 3 euros par habitant, évidemment. Ce qui donnerait finalement un fonds abondé mensuellement de 4 euros par habitant au sein de la région. Donc ceux qui connaissent le nombre d'habitants en Bourgogne-Franche-Comté feront le calcul, et ceux qui voudront faire le calcul ne connaissant pas le... Alors, Marie-Guite nous expliquait tout à l'heure que c'était plus de 22 millions d'euros. Ah, c'est une belle somme quand même. Après, il faudra vraiment qu'elle soit bien distribué, et si toutefois l'ensemble de ce fonds n'était pas distribué, qu'il soit consacré à la relance, parce que ne l'oublions pas, l'enjeu aujourd'hui il est de survivre, mais la vocation d'une entreprise c'est de perdurer, donc il faudra pas oublier que la relance ce sera aussi quelque chose qui va demander beaucoup d'argent, parce qu'on n'est pas sûr du tout, enfin moi je ne suis pas persuadé du tout que le jour où on nous dira bah, c'est bon, vous êtes déconfinés, vous pouvez retourner consommer ou dans votre magasin favori, je suis pas sûr qu'on y retournera tous très rapidement, et j'ai peur que les entreprises aient encore des besoins à l'issue de la période de confinement. D'accord, ok. Est-ce que tu as des exemples de difficultés qui sont rencontrées par les entreprises sur ton territoire? Ouais, tous les jours, en fait, cette crise sanitaire fait ressortir plein de sujets. On a effectivement des sujets financiers. Donc, le dialogue avec son banquier. Exact. Non, mais très clairement, ne l'oublions pas. Ça, c'est le premier point. On a, le terme dialogue, on peut le prendre. On va avoir des problèmes de dialogue avec son banquier. 1, avec son comptable. 2, parce que le comptable, en ce moment, il utilise un petit peu cette période pour revoir leurs honoraires à la hausse. Je pense qu'il faut négocier avec son comptable les honoraires. En 3, on va avoir également des discussions avec les organismes d'État, l'URSSAF, la direction départementale des finances publiques, l'ensemble de ces corollaires de l'État sont des gens avec lesquels en ce moment on discute beaucoup, et des fois par peur on ne le fait pas. Et c'est un tort, parce que ce sont des gens qui sont relativement ouverts à la discussion. Et puis, on a aussi des problématiques avec... Je voudrais juste mettre un bémol. Hein. Par exemple, l'URSSAF, si tu veux les joindre, tu tombes sur une plateforme téléphonique quand même. Oui, mais par le biais... Alors, j'entends... Parce que pour avoir un contact... Ou pareil, hein, l'ASP, je ne sais pas si tu as déjà eu des démêlés avec l'ASP, donc l'Agence des services de paiement de l'État.
faut être costaud hein, pour pouvoir. Alors, nous jouissons quand même de partenariats un peu privilégiés. Aujourd'hui, des entreprises qui nous appellent avec des problèmes, pas des problématiques, des problèmes qui touchent les catégories qu'on vient d'évoquer, on est en mesure de leur apporter des bouts de solutions. On est en mesure de les mettre en relation plus directement avec des personnes physiques et pas des plateformes téléphoniques. Alors quand bien même c'est du télétravail, de la visio, de ce qu'on veut, mais aujourd'hui nos partenariats sont forts avec la Banque de France, avec la Direct, avec la DDFIP, avec l'URSSAF. On a véritablement avec les préfectures, on a véritablement des capacités à créer du lien humain malgré la distanciation sociale. Et le dernier dialogue, je veux bien répondre un peu si tu as une question sur ça, mais le dernier dialogue, c'est celui entre associés. J'étais la semaine dernière dans une entreprise où finalement, avec le temps que l'on peut se consacrer, eh bien, les associés se fâchent. Oui. Et pour autant, la boîte, elle est viable, elle marche, et tout va bien. Et si on était vraiment au travail et qu'on prenait moins de temps pour se fâcher et plus pour travailler, et ben ça irait bien. Et donc, on a refait un petit check-up de l'entreprise pour voir les points positifs, les points améliorés. Et donc, on a réussi à renouer un dialogue entre les associés. Et on va voir dans les semaines qui viennent, mais je pense que ça devrait plutôt bien se passer. Oui, les associés, ça commence aussi par la famille. Comme tu es en confinement, tu es en permanence avec la famille. Et moi, je vois dans mon cas, hein, chose que ma compagne n'a pas l'habitude de voir, c'est mon état d'esprit ou mon visage qui se déconfie en moins de 2 secondes quand j'ouvre mes mails. Et puis le mail d'après, ah bah il est tout joyeux. Et puis après, il se déconfie, et ainsi de suite, au fur et à mesure des nouvelles. Et c'est vrai que du coup, ça modifie notre perception de l'entreprise et du business. Et on est. Oui. On vit quand même un temps de crise qui est fort et je pense que l'on n'a pas toujours cette habitude de gérer des crises. Je pense que finalement, habituellement, on a des problèmes, mais souvent on a des problèmes de riches. Je dois l'expliquer ça, mais Ah oui, parce quand on qu'un a artisan riche. non, mais on n'a pas finalement une problématique aussi profonde que celle qui consiste à dire mais que vais-je devenir de manière durable, parce que on a beaucoup d'entreprises qui ont des difficultés, mais qui dépassent ces difficultés du fait du travail. C'est-à-dire que l'entreprise vit une conjoncture un peu plus compliquée le temps consacré, hein, on va dire pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, mais elle travaille, elle produit du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, tout de suite, l'entreprise, elle ne produit pas de chiffre d'affaires. Et comment est-ce qu'elle fait pour imaginer s'en sortir? Et je crois que cette crise sanitaire fait ressurgir une difficulté plus profonde qui est celle de notre modèle économique dans l'absence d'activité. Et on s'aperçoit qu'au bout du compte, même l'État, hein, si elle ne collecte plus, si il ne collecte plus l'État de taxes et autres impôts, eh ben, il est dans une difficulté particulière et il ne sait pas non plus véritablement vers quel modèle économique il tendre. Mais bon, c'est un message d'espoir quand même, parce que dans tout ça, il doit y avoir de l'optimisme, je pense. Tout à fait. Tous les artisans n'ont pas enregistré une baisse de 50% du chiffre d'affaires par rapport à la N-1, puisqu'ils ont travaillé jusqu'au 15 mars et ne peuvent bénéficier des fonds de solidarité de 1 500 euros. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Ouais, on y travaille, mais pour l'instant, il ne se passe rien. On y travaille, effectivement, c'est un sujet. Alors au départ, la règle, c'était une perte de chiffre d'affaires de 70%. Totalement inatteignable, puisque quand on travaille du 1 au 15 et que on est arrêté du 16 au 30, pour la faire courte, 50%, perte de 70%, ça veut dire qu'on avait déjà entamé un mauvais mois. Ou que l'année d'avant, le mois avait été particulièrement bon et qu'on s'entamait plutôt vers un mois particulièrement mauvais. Personnellement, je gère des entreprises de plomberie sanitaire chauffage. Nous, on a une activité qui était plutôt bien démarrée sur 2020. On voyait une année 2020 avec de belles perspectives. Je ne rentre pas dans ce cas de figure. Nous n'avons pas perdu 50% de chiffre d'affaires sur le premier trimestre, enfin sur le premier trimestre, pardon, sur le mois de mars 2020 par rapport à 2019. On n'est donc pas éligible.
Alors, une question toute bête hein, par rapport à ça, c'est on peut se dire, ouais, bah, il a de la chance, il n'a pas baissé 50% du chiffre d'affaires, qu'est-ce qui va nous emmerder à vouloir 1500 balles en plus, etc. Donc la question c'est, à partir de quel pourcentage de baisse de chiffre d'affaires que tu n'arrives plus à couvrir tes frais courants? C'est quoi ton seuil Oh, de rentabilité par euh, mois en termes de nous, pourcentage? je n'étais pas éligible dans tous les cas puisqu'on fait 1 250 000 euros de chiffre d'affaires annuel. On a un coût global de charge qui s'opère autour de, allez, je vais dire 45 000 euros. Je ne maîtrise pas tout à fait le chiffre. Là, comme ça, la question des beautés, je ne sais pas y répondre. En revanche, euh, je, j'aurais plutôt envie de dire qu'on a des petites entreprises où l'absence de travail durant 30 jours, quoi qu'il se passe, met en péril la rémunération du chef d'entreprise. Et l'aide de ce fonds de solidarité, elle a pour intérêt simple de remplir le frigo. En fait, Et ouais. alors, bon, je reviendrai par rapport à ça, c'est Mm. le, le seuil de rentabilité, par exemple, dans ton domaine d'activité, il est à partir de quel pourcentage? Par exemple, moi, je vois dans l'imprimerie, donc dans On notre doit être à domaine, 41%. Nous, on doit avoir 41%. ouais, voilà. On a un taux de marge qui est à 65%, un taux de marge brut qui est à 65%. Et si on a besoin de couvrir en termes de charges fixes à peu près 41 000 euros, et on fait en gros 100 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Et 41 000, on couvre nos salaires, on couvre nos charges. Alors on est dans une conjoncture particulière hein, puisque on a des reports de charges d'URSSAF, on a aussi un recours à l'activité partielle, donc une masse salariale qui est moindre. La question mériterait de se poser plus. À la limite, c'est quelque chose qu'on peut faire hein, via des plans de trésorerie tout simplement. Oui, parce Mais que ça veut dire qu'après, toi, tu vas pas pouvoir augmenter ton activité, parce que comme c'est essentiellement de la main-d'œuvre, tu vas pas pouvoir augmenter les prix non plus. Donc, tu vas te retrouver un peu dans un étau où tu seras coincé, où tu pourras pas plus limer de dette que ce que tu en as. ben, alors, comment dire, j'estime que je suis relativement chanceux puisque notre entreprise possède un carnet de commandes et qu'elle possède un petit peu de trésorerie. Donc aujourd'hui, ce qu'on consomme, c'est ce qu'on avait mis de côté au fil des années. En revanche, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il faut en être clair et il faut être conscient de ça. Euh, si nous, on a un confinement qui perdure, allez, considérons que l'on ne puisse faire un mois complet qu'avant le mois de septembre, parce que on ne sait pas bien ce qui va se dérouler en juillet-août. Est-ce que les collaborateurs vont prendre des congés? Est-ce que nos concitoyens vont prendre des congés? On ne sait pas. Hein. Voilà, là, on est encore un petit peu dans l'expectative. En considérant qu'on ne puisse faire un mois complet, donc facturer qu'au mois de septembre, je pense qu'on affichera certainement des pertes comptables, mais ça ne remettra pas en cause la viabilité de notre entreprise. Mais D'accord. j'estime faire partie d'une catégorie d'entreprises qui n'est pas forcément la majorité. Et certains sont dans des difficultés plus importantes parce qu'ils n'ont pas soit cette trésorerie, soit ce carnet de commandes, et parce qu'en plus de ça, on a pu les empêcher de travailler. Nous, on est secteur bâtiment, donc on bricole toujours un peu, on fait encore un peu de dépannage, on fait des petites choses. Mais si on prend un coiffeur, aujourd'hui, un coiffeur, il fait plus rien. Et lui, on peut pas dire qu'il est un carnet de commande, puisque je crois que l'agenda des réservations chez un coiffeur, allez, il est à la semaine, hein, peut-être à 10 jours. Donc celui-là, eh ben aujourd'hui, il bouffe des ronds et pour être clair, je suis pas sûr que si on lui donne pas ces 1500 euros mensuels, et ben je pense pas qu'il se dégage de salaire quoi. Et d'ailleurs, ce que j'ai cru comprendre de ce matin, c'est ces fameux 1500 euros sont à ne pas à verser sur le compte du président, du dirigeant, mais sur le compte de l'entreprise. Donc ça veut dire que si jamais il prend ces 1500 euros, il doit déduire des charges salariales dessus? Alors je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais que sur la demande du fonds de solidarité, donc les 1500 euros dont on parle, ils se font via l'espace Perso, impôts.gouv.fr perso. mais c'est sur le compte de l'entreprise. Bah, certainement quand on a une société, mais quand on est en entreprise individuelle, c'est tout le même. Hein. Mmh. C'est le compte de l'exploitant. Donc je crois quand même que dans certains cas, on s'approche de financer l'exploitant. Et je ne suis pas sûr
que demain ils soient assujettis ou qu'ils rentrent dans le revenu du dirigeant. D'accord. Et un Ce autre... serait, ce serait, en toute sincérité, ce serait cocasse et somme toute relativement pernicieux pour employer un mot trop compliqué, pour pas dire tordu. Mais si tu touches 1500 balles et que derrière on te pompe 54% de RSI, enfin 50% de RSI, ce serait quand même assez douteux, quoi. Enfin, d'URSSAF maintenant, on n'a pas de plus à Oui, RSI. oui, d'accord. Entendons-nous, on parle de la même chose. Parlons de choses cocasses, c'est les reports avec les assurances. Comment ça se passe pour les artisans? Oh. Je sais pas. J'ai eu mon. Aujourd'hui, ça se passe pas. Il y a pas. Aujourd'hui, finalement, l'expert comptable, l'URSSAF, le banquier et l'assureur, on accumule de la dette future. Les assurances, pour répondre à ta question, n'ont pour l'instant rien prévu pour abonder et venir auprès des entreprises. J'ai eu mon assureur à moi qui m'a dit écoute, de toute façon, ta décennale, elle est assujettie sur ton chiffre d'affaires corrigé en N-1, donc comme on devrait faire un chiffre d'affaires moindre, l'année prochaine, on devrait payer un peu moins. Mais cette année, on paye quand même ce qu'on doit payer. Donc finalement, on sort de la trésorerie qu'on n'a pas non plus de manière pléthorique. Voilà. Alors, est-ce que sous la pression de l'État, ils vont faire quelques gestes, je ne le sais pas, je l'espère un peu. Je trouverais qu'à minima, ce serait sportif tout simplement. Ce serait un geste plutôt agréable, tout comme de la part des experts comptables quand ils mettent en place des surfacturations parce que ça rentre pas dans la lettre de mission pour mettre en place de l'activité partielle, pour gérer des bulletins de salaire, pour gérer ceci, pour gérer cela. J'ai envie de dire que nous aujourd'hui, on ne surfacture pas nos dépannages, on ne surfacture pas notre métier, même s'il est différent de ce qu'il est habituellement. Et je pense que si on fait le tour de la population des entrepreneurs et même des salariés, on n'a pas un surcoût particulier du travail que l'on opère simplement parce qu'on est en temps de crise, quoi. Mmh. Donc pour en conclure, la crainte c'est quand même que demain, au moment de la reprise et puis de la petite note, quand il va falloir payer toutes ces cotisations qu'on a reportées, eh bien certaines entreprises ne soient plus en capacité de dégager la performance nécessaire et suffisante pour payer tout ça, quoi. J'ai une question d'un internaute qui demande si je paye. D'ailleurs, il faudra peut-être le poser à un assureur. C'est si on refuse de payer les échéances d'assureur parce que notre activité est fermée, est-ce que les garanties de l'assurance continueront à courir pour les autres sinistres? Je suis pas sûr. Voilà. Bon. Je suis pas sûr. Moi, en toute sincérité, je lui conseillerais de vraiment négocier fort avec son banquier parce que eux-mêmes ont des lectures des résultats comptables plus larges. Habituellement, ils ont des ratios qui sont très clairs. Là, ils sont un petit peu plus faciles à discuter. Alors, il est évident que si on a déjà des difficultés à la base, c'est compliqué, mais il faut les travailler au corps. Ensuite, plus pragmatique. Toi qui sors de la préfecture, Oui. est-ce qu'il y a une cohérence entre le discours national, ce qu'on incite à faire aux entreprises et les contrôles de police-gendarmerie? J'ai eu un exemple il n'y a pas très longtemps d'un fleuriste qui s'est fait arrêter et verbaliser parce que il livrait des fleurs pour un enterrement. Donc le fleuriste en boutique est une activité réglementée et fermée. Néanmoins, l'activité de livraison à domicile ou livraison sur point de vente dans le cadre de son activité de fleuriste est autorisée. Donc quand on a eu vente de ces éléments, on les a fait remonter à la la préfecture, pardon, et Madame la préfète a agi pour faire que l'information soit descendante. Aujourd'hui, toutes les informations que nous avons sur des situations bâtardes, injustes, qui correspondent pas à la réalité et qui sont mal interprétées, on va l'appeler comme ça, par les forces de l'ordre, on les fait remonter et on a toujours un retour plutôt positif. D'accord. Voilà. Donc Donc, j'ai envie de dire à tout téléspectateur, tout auditeur, tout internaute qui rencontrerait une difficulté dans l'exercice de ses déplacements professionnels, de pas hésiter à les remonter à sa chambre consulaire, hein, qu'il soit chambre de métier, chambre d'agri
aux chambres de commerce et d'industrie de remonter cette problématique, et de toute façon on se fera les relais pour les remonter en préfecture pour qu'elles soient interprétées convenablement. Et dernière question, après je te libère pour pouvoir retourner à ta réunion. Ah non, non, c'est terminé, je suis sorti là, vous m'avez offert la possibilité de sécher. J'ai un collègue qui me représente. Alors, c'est les difficultés à comprendre les activités autorisées et à continuer d'exercer. Comment, en tant que chef d'entreprise, on peut prendre cette décision de dire ah bah là c'est bon, on continue, ah bah là non, stop, on arrête, et ainsi de suite. Vaste question. On a des sujets qui sont simples, des activités qui ne sont plus autorisées. Marchands de vêtements, coiffeurs, restaurateurs, hôteliers. Alors elles sont simples à comprendre, elles sont difficiles à vivre. Et je pense qu'elles sont encore plus difficiles à vivre que le temps avance. Puisque quand on est maintenant à un mois de confinement, de plus d'activité, et que la vie d'un artisan, c'est quand même d'aller au travail, soyons clairs, certains commencent à péter les câbles sérieusement. Euh, le conseil qu'on peut leur donner, c'est d'essayer de garder leur nerf le plus froid possible. Pour ceux qui sont notamment le bâtiment dans des situations un petit peu particulières, puisque beaucoup d'entre nous ne sont pas considérés comme exerçant une activité de nature impérieuse à la survie au fonctionnement de la nation, mais néanmoins on a cette pression de travailler pour pas coûter trop à l'État. C'est pas facile, puisque les guides nous concernant de l'OPP BTP, qui est notre organisme de prévention et de sécurité au travail, sont clairs mais flous. Alors ils sont clairs parce qu'on nous explique que la mise en place des gestes barrières, c'est le meilleur moyen de ne pas être contaminé, parce que effectivement ils font reporter une partie de la responsabilité sur le maître d'ouvrage, le maître d'ouvrage étant le propriétaire de l'ouvrage, du bâtiment. Et puis qu'il nous recommande de régulièrement nous laver les mains avec du gel hydroalcoolique, du savon, du ce qu'on veut, pour ne pas s'auto-contaminer. En revanche, là où c'est particulièrement compliqué, c'est que la règle elle est interprétable de manière simple, et que nos salariés peuvent être, et ça je le comprends particulièrement bien, peuvent être frileux, peuvent avoir peur et ne pas avoir envie de retourner sur des chantiers pour bosser, quoi. Donc tout n'est pas simple, quoi. Donc là, dans le référentiel, ils disent que c'est le maître ouvrage qui est responsable. En fait, si tu es une collectivité, un exemple simple, la Chambre des métiers de Bourgogne-Franche-Comté a construit un bâtiment à Trévenans dans le territoire de Belfort. D'accord. Compte tenu de la crise sanitaire, la construction a été arrêtée. On s'est tous mis en confinement. Mi-mars, ça n'a échappé à personne. Aujourd'hui, il serait quand même bien pour les entreprises de pouvoir travailler, parce que les entreprises qui travaillent, c'est aussi des entreprises qui facturent et qui gagnent un petit peu de sous. Donc, on a mis en place une réunion pour savoir comment est-ce qu'on pouvait faire pour que ce bâtiment puisse reprendre. Donc, il est indispensable qu'il n'y ait pas de coactivité. C'est-à-dire que si c'est l'électricien qui travaille le lundi, ça n'est que l'électricien, en aucun cas le plombier. D'accord. Et l'électricien, 1. 2, nous, maîtres d'ouvrage, propriétaires du bâtiment, la responsabilité pèse sur nous. Donc nous devons mettre en place, et nous avons une obligation de moyens, pas de résultat évidemment, mais l'ensemble des conditions sanitaires pour que tout soit propre. Donc aujourd'hui, on a mis en place une désinfection toutes les 2 heures de la base vie, donc là où on va trouver les sanitaires et ce genre de choses. On invite les collaborateurs des entreprises à ne pas se regrouper au sein de l'espace, puisque c'est un petit espace et que les gestes barrières ils sont impossibles à respecter. Donc concrètement, si je veux dire avec un trait d'humour, c'est le métier, c'est barbecue sur le chantier, mais en aucun cas dans la base vie, quoi. Et si toutefois il y avait une contamination d'un collaborateur d'une entreprise au Covid-19 sur le cadre de ce chantier-là, alors on nous demanderait à nous, maîtres d'ouvrage, d'expliquer quelles mesures on a mis en œuvre pour éviter que cette contamination elle ne provienne de notre fait.
Et ça, par exemple, c'est pas des mesures que vous, en tant que chef de métier, de chambre de métier, ne pouvez pas porter, par exemple, à la préfecture et demander fermement à la préfecture de dire, écoutez, nous, on va bien se remettre au travail, mais cette responsabilité, c'est à vous de la prendre. On signe un truc avec vous, mais nous, juridiquement, on Mais peut pas. non, 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 parce que que là, c'est dans un exemple d'un chantier porté par la Chambre des métiers, mais on aurait pu prendre le même porté par la ville de Dijon, de Besançon, de Belfort, de ce qu'on veut. On peut prendre cette responsabilité, elle pèse aussi chez un particulier, et c'est pour ça que les particuliers sont parfois réticents de nous accueillir sur des chantiers privés, dans la mesure où il appartient aussi aux clients particuliers de s'assurer que chez lui, c'est relativement sain. On Donc, n'envoie pas ça nos veut dire que collaborateurs. Ouais. toi, tu dois aller faire un dépannage en urgence, par exemple, je sais pas moi, pour la plomberie de la douche ou je ne sais quoi, ou des toilettes, etc. Le particulier doit s'assurer d'avoir bien désinfecté les toilettes avant que tu puisses intervenir? Bah, idéalement, on apprécie, hein, c'est toujours mieux quand les chiottes sont propres, hein, mais quand on doit, si par exemple on doit changer une chaudière chez un client particulier, on lui demande, avant d'intervenir, de nettoyer au mieux, pas que ce soit parfait non plus, on n'est pas fou, mais de nettoyer au mieux, de ventiler au plus, et puis surtout de pas être sur notre dos, hein, de vraiment conserver les distances de sécurité, parce que c'est le meilleur moyen d'éviter la contamination d'un de nos collaborateurs, et à l'inverse, hein, qu'un de nos collaborateurs puisse contaminer un de nos clients. Je ne parle pas mon nom propre, mais je parle en général, quoi. Et tu as des consignes particulières, notamment pour les plombiers, de maintenance ou d'entretien, etc., ou d'habillage. Parce que quand vous allez intervenir, par exemple, sur une chasse d'eau, c'est quand même un lieu qui est quand même assez dangereux, Oui, quoi. alors surtout que il semble que il faudrait le vérifier, hein, mais j'avais cru comprendre que le virus pouvait rester dans certains excréments, En donc fait, le ouais. virus, dans tout ce qui est partie sèche, il va avoir une durée de 3 4 heures et puis après, il va disparaître. Mais par contre, dès que tu as de l'humidité, ça prolonge énormément sa durée de vie et encore plus si tu as de la matière biologique. Donc aujourd'hui, nous, nos gars, on les équipe de gants, on leur donne, on a encore quelques masques parce que dans notre activité, on utilise des masques quand on fait de la démolition. Donc, Ouais. ces masques, on les a. Alors on les préserve particulièrement, mais on leur demande de ne pas hésiter à les mettre. Ils ont des lunettes. Et puis on a des gels hydroalcooliques, puisqu'il est plus simple pour nous d'utiliser du gel qu'un bidon de 5 litres d'eau et du savon. Et on leur demande, quoi qu'il se passe, de ne pas se mettre en danger. On explique ce que je t'ai expliqué par rapport au client final, euh, de s'assurer d'un minimum d'hygiène dans le cadre de l'intervention. Et puis nous, on demande à nos gars de faire très très attention. Et puis D'accord. surtout, s'ils pensent que non, de se casser. Et il n'y a pas un gros risque juridique pour vous? Parce qu'à mon avis, ça ne doit pas être pris en compte dans les responsabilités civiles, tout ça, non? Alors non, non, là on parle pas de responsabilité civile, hein, on parle de responsabilité pénale, en cas de contamination d'un collaborateur. Euh, En revanche, on a via le guide de l'OPPBTP, organisme dont je parlais tout à l'heure, Mhm. ça n'est valable que pour le bâtiment, je précise, hein, mais on n'a pas euh, comment dire, il semblerait que en cas de difficulté, le juge regarde avec bienveillance les mesures mises en œuvre. On sait que euh, malheureusement, il arrivera des contaminations dans certaines entreprises de certains collaborateurs. Simplement, si l'ensemble des mesures barrières ont été mises en œuvre, si l'ensemble des moyens, gel hydro, gants, masques qui ont été mis en œuvre, alors peut-être que ce virus, il n'a pas été il n'a pas été contracté, il n'a pas été attrapé dans le cadre de l'activité professionnelle, mais en allant faire ses courses, en étant voilà. C'est effectivement un peu flou, mais de temps à autre, il faut quand même qu'on aille déboucher des toilettes parce que c'est important pour l'usager, quoi. C'est- Voilà. Ou plus sérieusement, remettre du chauffage quand il y en a plus, remettre de l'eau chaude quand il y en a plus. On a aussi une activité qui est importante, hein, il faut pas le nier. L'activité bâtiment, elle a du sens au sein du territoire français, quoi.
Ouais, parce que là, on commence à voir, notamment avec l'ordre des médecins, des premiers procès qui commencent à remonter ou des gens qui commencent à porter plainte dans un cabinet qu'on a été contaminé, etc. Et je t'avoue que pour le moment, ma plus grande crainte, bah, bon, moi, vu mon âge, c'est pas le coronavirus, mais c'est plutôt que juste après la fin du confinement, etc. euh, c'est de se dire, ben, on va être attaqué de toutes parts, on va avoir des contrôles de l'État par rapport aux aides qu'ils auront données, donc je pense que ça va être assez infernal à prouver. Et puis après, de l'autre côté, on va avoir ben, tous nos clients qui vont commencer à dire, ah bah oui, mais moi j'ai eu ça, c'est de votre faute, machin, etc. Moi, je ne pense pas, j'espère pas. Sur les contrôles de l'État, j'ai eu un échange avec la directrice de la Directe de la Nièvre qui m'expliquait simplement que, en ce qui concerne l'activité partielle, la justification va être presque simple. Il suffira de dire pourquoi est-ce que je ne pouvais pas travailler ou pourquoi est-ce que je ne pouvais travailler qu'à hauteur de X% de mon activité pleine et entière. On voit en ce moment, nous, qu'un dépanneur sanitaire, il a les 5 interventions par semaine, là où avant il en avait 5 par jour. Il est évident et il est simple de montrer par la présence d'un agenda que on est obligatoirement en activité partielle. C'est pas de notre fait, c'est simplement que notre téléphone il sonne plus, nos clients ne nous appellent plus parce qu'ils ont. Ça, c'est le bon côté des choses. C'est- voilà, en l'état, notre activité, si je prends mon cas personnel, hein, notre activité elle est au ralenti, tout simplement. Et l'activité partielle est particulièrement bien adaptée à ce temps Mm, et à ce cas de figure. oui, Après, pour le redire et pour conclure peut-être, enfin à moins qu'il y ait d'autres questions, mais la chambre de métier, elle est à disposition de ses ressortissants et il faut vraiment pas hésiter à lui remonter toutes les problématiques. Je passe ma vie à résoudre des problématiques insurmontables par les agents qui eux-mêmes résolvent des problématiques insurmontables par les entreprises. Donc n'hésitons pas et n'hésitez pas à venir nous contacter, on sert à ça. d'accord. Eh ben, merci beaucoup. Le message est C'est moi. passé. Eh ben, très bonne journée à toi et puis Merci. bon appétit. À bientôt. À bientôt, au revoir. Bonne journée, bon courage.